Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Gotchar, votre podcast balado-diffusion, devrais-je dire, parce que j'aime mieux le mot, d'actualité automobile hebdomadaire. Cette semaine, moi, j'ai l'occasion de faire l'essai d'une voiture qui est presque une limousine, puis qui est presque électrique, la Volvo S90 Recharge. Et moi, je vais vous parler d'autres choses d'aussi électrisant, n'est-ce pas? Donc, le premier concessionnaire en Amérique du Nord, Hyundai électrifié, et le partenariat de Hyundai avec Turo. Puis, je vais aussi vous parler d'une décision un peu discutable de BMW. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard, et vous écoutez Gotchar. Alors voilà, mon cher William, effectivement, on va revenir tantôt sur ton truc de BMW, mais j'avoue que ça m'a fait lever le poil sur les bras un peu. Et je suis obligé de dire que c'est même toi qui m'as fait penser à un autre élément à l'intérieur d'une autre chronique que tu fais sur un tout autre sujet, c'est-à-dire les jeux vidéo, où il y a à peu près le même contexte, alors on va en parler tantôt. En attendant, cependant, on va commencer avec la Volvo S90 que tu as eu l'occasion d'essayer à mes côtés. Oui, effectivement, je l'ai essayé. Ben, en arrière, il faut dire, mais je l'ai essayé avec mon chat, sans le chat. Ouais, exactement. Mais, écoutez, la Volvo S90, c'est une voiture qui est absolument magnifique. Elle est très belle. Le style est totalement scandinave dans l'allure extérieure. On a les fameux phares en marteau de Thor. Je trouve ça très drôle. Euh, c'est un T couché là, sur le côté. C'est juste qu'ils appellent ça le marteau de Thor parce que on est scandinave ou on ne l'est pas. Et bien sûr, on a la silhouette, le design traditionnel, assez raffiné, mais assez simple en même temps de Volvo à l'extérieur. Quand on continue, on embarque à l'intérieur, ben là, on est dans un habitacle qui est assez sobre aussi, qui est intéressant, il faut quand même le dire. Là. C'est joli, c'est beau. Une des grandes nouveautés de l'année, bien entendu, depuis quelques mois chez Volvo, c'est l'intégration du Google Built-in, donc du système d'infodivertissement multifonction qui est désormais assemblé sur la plateforme de Google, donc qui facilite beaucoup l'intégration des téléphones Google comme le mien, qui nous permet d'utiliser la voiture littéralement comme un assistant personnel. Donc, ça rend les choses beaucoup plus faciles au niveau du fonctionnement. Et bonne nouvelle, la reconnaissance vocale fonctionne pour vrai. C'est-à-dire que quand on demande une adresse, elle n'essaie pas de nous envoyer en Chine. Là. On est quand même vers la bonne Et direction. en fait, juste petite anecdote, justement, c'était pas une blague, il y avait vraiment mon chat avec nous. Et en fait, il a commencé à miauler à un moment donné, parce qu'il aime pas beaucoup la voiture. Et on a demandé à Google comment faire pour faire arrêter de miauler un chat. Et Google nous a donné des trucs, bon, qui n'étaient pas vraiment applicables à la situation actuelle, mais il nous a dit, assurez-vous qu'il ait de la nourriture et de l'eau, qu'il joue. Donc c'est quand même, c'est pas juste des trucs comme on pourrait trouver dans une reconnaissance vocale normale là, dans une voiture, là. Non, non, c'est le vrai assistant personnel Google, comme le Google Home que vous pouvez avoir chez vous. Là. Bon, évidemment, on pourrait se poser la question, est-ce que nous sommes enregistrés? Est-ce que toutes les données sont comptabilisées quelque J'osais part? pas en parler, hein, parce que c'est vraiment de faire rentrer Google dans ta vie privée, mais bon. Ouais, mais bon, tu sais, pour les gens qui ont déjà un Google Home ou un Alexa ou un truc comme ça à la maison, c'est pas une nouveauté. Puis de toute façon, ton téléphone t'écoute probablement aussi. Bref, on rentrera pas là-dedans. Là. Toute la confidentialité des données, évidemment, c'est un peu compliqué. C'est un dossier complexe. D'ailleurs, au niveau automobile, ça vaudrait peut-être la peine de se pencher là-dessus à un moment donné, parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs questionnements à cet effet-là. D'ailleurs, il y a certaines compagnies qui ont tardé à signer des ententes avec Apple puis Google, justement, même pour l'intégration Apple CarPlay Android Auto, justement parce que la gestion des données était pas sécurisée à leur goût. Donc, ça a pris un peu de délai. Bon. Ceci étant dit, dans le cas de Volvo, on a littéralement choisi d'utiliser la plateforme Google pour gérer ce système-là. C'est très efficace au niveau des commandes vocales. C'est un peu plus compliqué au niveau des menus, cependant. On a un grand écran là, d'une dizaine de pouces au centre qui permet d'aller, l'écran tactile qui permet d'aller fouiller dans les menus. Il y en a qui sont assez élémentaires, mais il y a d'autres fonctions qu'il faut que tu recherches un peu plus.
je t'avoue que ça demande une certaine habitude, là. Il y a une espèce de courbe d'apprentissage quant au système d'infodivertissement. La vraie bonne nouvelle, c'est pas ça cependant, c'est que on a 2 versions de la S90 disponibles au Canada cette année. Une version purement essence, hein, qui est là, qui existe, dont le prix de base est d'à peu près 65 000 et la version que moi j'ai essayée, qui est la version hybride branchable, rechargeable, que l'on connaît déjà, mais dont on a amélioré les performances. Mon Dieu, je fais des liaisons mal à propos ce matin. Donc, oui, effectivement, on a amélioré les performances de bonne façon et ça nous permet d'avoir un système qui est, ma foi, plutôt efficace. Donc, on a un moteur 2 litres, super surcompressé et turbo, qui est jumelé à un moteur électrique qui te donne une autonomie, une fois qu'il a été branché, de 61 km selon Volvo. J'en ai fait un petit peu plus que ça quand même, parce que j'ai fait beaucoup de villes. La puissance totale, 400 chevaux, 472 livres-pieds de couple, avec une transmission 8 vitesses automatique. Tout ça, ça permet une consommation, selon Volvo, de 7,9 litres au 100. Pour 400 chevaux, là, c'est quand même pas mal. Ouais, puis j'ai fait mieux que ça. Je peux te dire que, bon, évidemment, je ne l'ai pas utilisé beaucoup sur autoroute. J'ai été assez gentil sur l'accélération aussi et j'ai réussi à faire 7,5 à peu près. Ben, en fait, c'est comme ça qu'on est supposé conduire pour garder de l'essence, mais là, est-ce que c'est ce que les gens font? Ah ouais, puis tu sais, souvent il faut savoir que, bon, comme en version électrique, les accélérations sont plus rapides parce que, bon, tu as le couple immédiatement disponible. Évidemment, c'est plus tentant, disons. Mais pour une voiture de cette taille-là, et là, la taille, elle est importante. Importante parce qu'on parle d'un véhicule qui fait plus de 5 mètres de long, qui a un empattement de 3 mètres de longueur, ce qui permet d'avoir un espace pour les passagers absolument incroyable. Et William, tu l'as expérimenté, je pense que tu peux en témoigner de première main, là. Oui, en fait, c'est ça. Je mesure, comme on le disait dans un épisode, je pense que c'est le premier épisode, je mesure à peu près 6 pieds 3. C'est la première chose que tu as dit à propos de moi dans ce podcast. Ben, quand c'était encore Ça roule radio, mais bon, je mesure 6 pieds 3. Puis, en fait, j'ai eu l'arrière à moi pas mal tout seul, là, justement parce qu'on transportait le chat avec nous. Donc, ma blonde était assise en avant. On a fait le trajet jusqu'à Montréal, puis en fait, j'ai eu de l'espace pour mes jambes jusqu'à les étendre sans problème. Et ma blonde aussi à l'avant avait tellement d'espace qu'elle touchait pas le bout, donc en dessous du coffre à gants. Donc c'est vraiment assez incroyable. Puis ça paraît que c'est fait pour le confort du passager en arrière, là, on va se le dire. Parce que moi, un moment donné, j'ai découvert, pendant que c'était ma mère qui était assise à l'avant, que si je touchais le petit bouton sur le côté de la portière, en fait, je pouvais déplacer son siège et le monter, le relever et le descendre. Donc, si je voulais, je peux la rendre très inconfortable. Pas sûr que je laisserais mes enfants gosser avec ça trop fort. Je sais pas si on peut le désactiver, hein, mais... Je sais pas. Probablement, il doit y avoir une option, là, enfant, non. Mais oui, je peux te dire que ta mère a changé de position à quelques reprises pendant la randonnée. Ben, écoute, j'ai 23 puis je trouvais ça drôle, là, fait que... Écoute, j'en ai presque 60 puis je riais aussi. Mais bon. Tout ça pour dire qu'effectivement, donc, il y a un espace vraiment imposant à l'intérieur, vraiment beaucoup de place. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la douceur de roulement de l'ensemble. Bien sûr, c'est pas une direction qui est extrêmement dynamique, on s'entend, là. C'est pas un véhicule qui est fait pour faire de la course, là. Mais la douceur de roulement à l'intérieur est absolument phénoménale. C'est silencieux. Il y a un excellent système de son Bauer & Wilkins qui est vraiment tout à fait efficace. Non, c'est même pas un Bauer & Wilkins. Dans ce cas-là, c'est le Harman Kardon. Je dis n'importe quoi. Donc, c'est le Harman Kardon qui était dedans, qui fonctionne super bien. Bref, c'est un véhicule qui est, ma foi, fort intéressant. Bien sûr qu'il n'y a pas une grosse autonomie, là. On s'entend, c'est pas... à 61 km d'autonomie, c'est suffisant pour faire un peu de ville, mais il faut le recharger souvent, ce qui est, bon, évidemment, le problème. Pour le reste, écoute, tu as tout ce que tu veux, là, en termes de sécurité, en termes de détection d'angle mort, en termes de caméra, même de trafic transversal arrière, c'est-à-dire que quand j'essayais de reculer, s'il y avait une voiture qui s'en venait, on m'avertissait. Bref, c'est un véhicule intéressant, mais qui, comme je l'ai testé, valait quand même 88 500 $.
ce qui n'est pas donné, bien entendu. Par contre, il faut le dire, là, c'est tout à fait comparable à ce qui se fait, et même peut-être un peu moins cher que ce qui se fait dans chez d'autres fabricants. Alors, on n'est pas vraiment loin de la concurrence, et c'est un véhicule qui est très, 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 très doux. Le problème que j'ai eu, c'est un tout petit problème, puis je ne sais pas. Je le souligne, mais je ne sais même pas si je devrais, en fait. Je suis allé faire des commissions. OK, je suis dans le stationnement de l'épicerie. Je reviens. D'ailleurs, ta copine est avec moi, William. Et on essaie de démarrer le moteur et on a un message qui nous dit mise à jour du système de démarrage. Et on n'a pas été capable de démarrer le moteur immédiatement. Ça a pris une dizaine de minutes avant qu'on puisse finalement démarrer le moteur. Une fois qu'il a été démarré, on a eu un message d'erreur qui disait système de propulsion à réviser. Et le lendemain matin, quand je suis arrivé dans la voiture, tout ça avait disparu. Donc, j'ai l'impression que c'était comme une mise à jour qu'on appelle over the air, là, via les ondes, qui s'est effectuée au moment le plus inopportun possible. Mais, donc, je pense que c'est la mise à jour comme ça qui s'est faite et qui a peut-être un peu modifié tout ça. J'ai pas de nouvelles. J'ai demandé que l'on révise effectivement le véhicule. J'ai pas eu de nouvelles de ça. Mais pour le moment, c'est vraiment un détail. Pour le reste, c'est un véhicule qui, honnêtement, si vous aimez les randonnées confortables, une économie de carburant quand même significative, ça vaut la peine surveiller la Volvo S90 Recharge. Je vais profiter de l'occasion, pendant qu'on est dans le monde électrique, pour parler un petit peu de la Mazda MX-30. On en a parlé la semaine passée. On a dit que je faisais l'essai. On se posait des questions sur le 161 km d'autonomie. Et je t'ai dit que je voulais faire un test un peu plus élaboré. Donc, je suis allé reconduire un couple d'amis à l'aéroport. Je me suis rendu compte que l'aéroport de chez moi, c'est à peu près 75 km, plus les petits détours. On est conscient que ça fait à peu près 160 km. Mazda me dit que j'ai 161 km d'autonomie. Je suis parti, l'auto est totalement chargée. Totalement chargée à l'intérieur aussi parce qu'il y a des valises jusqu'au plafond dans la valise en arrière. Et on est 4 passagers à bord. Donc, c'est pas simple. Les pires conditions pour une voiture électrique, là, c'est ça l'affaire. Pour à peu près n'importe quelle voiture en termes de consommation, on va se le dire. Mais évidemment, c'est pire pour une voiture électrique. Et en plus, il fait super chaud, air climatisé un peu. Donc, on part. Et là, je suis un petit peu nerveux. On s'est rendu à l'aéroport sans difficulté, bien entendu. Pas de problème. Quand je suis parti de l'aéroport, cependant, j'étais un peu en bas de 50% de la capacité. Parce que tu as le pourcentage de batterie. Là. Donc, on me disait un peu 50%. Ish. Quand je suis arrivé à la maison, je l'avoue, j'ai été extrêmement raisonnable. C'est-à-dire que mon régulateur de vitesse était à 99 km/h. Que j'ai été largement coincé dans le trafic à Montréal parce que j'étais sur l'heure de pointe et que, inévitablement, j'ai dû freiner abondamment. Donc, ça a probablement contribué à recharger la batterie aussi. Mais quand je suis arrivé à la maison, j'avais concrètement là, parcouru 168 km. Donc, plus que ce que Mazda m'annonçait. Et, photo à l'appui, il me restait 14 km d'autonomie. Évidemment, j'aurais peut-être pu faire plus si j'avais continué. Mais tout ça pour dire que on peut donc sans problème affirmer là, que j'ai fait 170 km, que je pourrais faire plus de 170 km avec la Mazda. Mais évidemment, ça prend des conditions particulières. Je le répète, beaucoup de trafic, donc beaucoup de recharge au moment du freinage et de la décélération. Une vitesse extrêmement raisonnable, même sur autoroute, à 99 km/h, ce qui, même toi, William, est un peu lent pour toi. Hein? Ben, écoute, c'est sûr que quand tu regardes la moyenne des gens sur l'autoroute 20, c'est quand même assez... disons que c'est plus que 99 km/h, on va juste dire ça comme ça. C'est ça. Alors, je me suis fait largement dépasser, mais bon, j'étais pas pressé, je suis revenu à la maison. Mais tout ça pour dire que c'est donc possible de le faire et de battre l'autonomie annoncée par Mazda. Donc, j'étais bien content d'avoir testé ça. Ma question, en fait, c'était pas de savoir si je me rendrais, c'est de savoir si mes nerfs suffiraient. Parce que le problème, c'est que quand tu vois baisser l'autonomie, c'est comme quand tu vois ton réservoir à essence baisser. Et là, tu dis, il me reste 14 km. Mais là, bon, je reste en Montérégie, ça arrive sud. Et là, je savais que si je dépassais certaines villes,
qu'après ça, j'avais plus le choix. Je devais me rendre parce qu'il n'y avait pas de borne entre cette ville-là et chez moi. Alors là, il fallait que je calcule mes affaires de façon intelligente. J'ai pris le risque sans difficulté. Bon, oui, j'ai été pas mal au téléphone avec toi, ça m'a fait un peu oublier que j'étais nerveux, mais pour le reste, ça va très bien. Content d'avoir pu t'aider. Alors tout ça pour dire que voilà pour la MX-30, c'est donc un test qui s'est avéré très concluant. De ton côté, tu vas aussi nous parler d'électrification, mais pas nécessairement d'essai de voiture. Non, en fait, je vais vous parler d'une nouvelle initiative de Hyundai Canada et en fait, c'est la deuxième initiative du genre au monde. C'est ça qui est quand même impressionnant. C'est un concessionnaire Hyundai électrifié à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine. Puis, dans le fond, c'est comme un concessionnaire normal où, bien sûr, on va pouvoir aller acheter des voitures électriques. Excuse-moi, non, on ne fait pas de vente, semble-t-il, au centre. C'est quand même, ça appartient à la concession Gabriel, là. Mais si tu veux acheter une voiture, tu vas devoir te rendre en véritable concession, ça a l'air. Ah Ça a oui, l'air qu'ils font pas de vente. d'accord, c'était pas très clair. Non. Mais dans ce cas, c'est quand même, c'est encore plus impressionnant parce que c'est vraiment un centre d'éducation plus qu'un concessionnaire. Si en plus ils font pas de vente, on parle bien sûr aussi pas d'entretien, pas rien, ça n'a rien d'un concessionnaire normal dans le fond, surtout s'ils vendent pas, qui est quand même la fonction principale d'un concessionnaire. Euh, mais en fait, c'est vraiment un centre d'éducation sur les voitures électriques. Donc, bien sûr, c'est la Ioniq 5 qui est mise le plus en valeur. Là, quand on passe sur la rue, on la voit très bien de tous les côtés. Mais il y a aussi le Kona électrique. Qui est juste à côté. Puis en fait, sur les murs, ça ressemble plus à un musée qu'à un concessionnaire. Donc, on a des espèces de panneaux d'explication qui nous disent voici comment la batterie est faite. On a aussi des écrans qui montrent des petits documentaires sur comment justement est-ce que les batteries, bien sûr, de Hyundai, hein? Donc, il est écrit Hyundai quand même partout, là, on va se le dire. Mais, en fait, ça explique comment est-ce que le futur va être bâti autour voilà, des batteries Hyundai. Et en fait, selon le président de la compagnie au Canada, c'est dans le but de convertir les gens qui sont hésitants, en fait, par rapport aux véhicules électriques. Parce que ce qu'il dit, c'est qu'il y a seulement 10% des gens qui disent vouloir s'acheter une électrique, qui vont à un concessionnaire et tout, qui s'achètent réellement une électrique. Donc, eux, leur but, c'est de convertir une partie du 90% à travers l'éducation. Puis l'exemple qu'il a donné, c'est on accueillerait même des enfants qui sortent de l'école pour leur parler des autos électriques. Bien sûr, pas les vendre, mais dans le but que leurs parents viennent nous les acheter. Donc, Ouais, évidemment, c'est pas toujours complètement désintéressé, mais effectivement, il y a une notion éducative là-dedans. Là. oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais j'ai dit son commentaire mot pour mot qui m'a bien fait rire. Mais oui, malgré tout, c'est ça. Il faut dire que la raison pour laquelle j'en parle avec autant de passion, c'est que je voulais remercier les gens de Hyundai Canada parce que c'est le premier événement auquel j'ai été réellement invité du genre. Donc, merci beaucoup aux gens de Hyundai Canada de m'avoir invité parce qu'on a pu aller voir, en fait, il y a quelques jours à peine, ce concessionnaire-là en question. Et c'est aussi là qu'ils ont révélé la deuxième partie de mon segment, voilà, qui est un partenariat avec Turo. Puis en fait, on a même une entrevue avec le directeur des communications, je crois, de chez Turo. Qu'on va écouter à l'instant, mais on va quand même faire une petite mise au point. Rappelez-vous que ça s'est fait à l'intérieur d'un concessionnaire lors d'une soirée sociale. Alors, ce que vous entendez, c'est les réponses, effectivement, du directeur marketing Turo Canada. Mais oui, le son est pas terrible, là, et même assez mauvais, je vous dirais. Mais William va quand même, une fois l'entrevue terminée, va quand même vous résumer les propos. Bonjour, c'est Audrey, la monteuse. J'ai finalement décidé de ne pas inclure l'entrevue parce que l'audio est malheureusement de très mauvaise qualité, mais ne vous inquiétez pas, William résume très bien ce qui a été dit pendant l'entrevue. Donc merci de votre compréhension et bonne écoute. Alors, merci beaucoup à Bassem El Raimi, directeur marketing chez Turo, de nous avoir expliqué ça. Je vais effectivement vous faire un petit résumé au cas où les réponses n'étaient pas très, très claires sur l'enregistrement. En fait, le partenariat qui se fait entre Hyundai et Turo, c'est pour remplir un besoin qui était déjà existant chez Turo. Alors, c'est vraiment un comportement qui existait déjà que d'aller essayer des voitures électriques dans le but de les acheter. Parce que les gens, en fait, c'est pas assez pour eux de juste essayer une voiture électrique pour 15 minutes
minutes, avoir voilà, une impression peut-être de sa puissance, de sa conduite, mais pas vraiment une impression du style de vie qui vient avec une voiture électrique. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça s'appelle, hein, style de vie. Les locations style de vie qui durent de 2 à 5 jours. Et en fait, c'est fait avec des concessionnaires Hyundai. Parce qu'il faut comprendre que la plateforme Turo, c'est une plateforme d'autopartage. Et en fait, c'est des particuliers qui vont mettre leur voiture sur Turo pour la louer. Et là, ça va être des concessionnaires Hyundai qui vont faire la même chose, qui vont mettre leur véhicule électrique sur la plateforme. En fait, pas juste leur véhicule électrique, c'est la Ioniq 5. Donc, mettre la Ioniq 5 sur la plateforme Turo. Et ensuite, les gens vont pouvoir venir essayer la Ioniq 5 pendant 2 à 5 jours. Puis après ça, ils vont avoir 500 $ de rabais s'ils décident de l'acheter. Ce qui est quand même une initiative, ma foi, fort intéressante. D'abord, on va parler de Turo, si tu permets. Là. C'est un système que je trouve intéressant. C'est l'équivalent du Airbnb de location automobile. À une époque où c'est difficile de louer une voiture, je peux te dire que pour mes prochaines vacances, j'ai déjà confirmé sur la plateforme Turo un véhicule qui va m'attendre là-bas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on l'a dit, Turo, c'est le plus gros site d'autopartage au monde. Plus d'1 million d'utilisateurs au Canada. Donc, c'est une façon d'aller chercher des gens qui, effectivement, n'ont pas d'autre occasion de voir si avoir une voiture électrique, là, c'est si compliqué que ça. Comment on fait pour vivre avec pendant 2-3 jours? Toi, tu l'as vécu. Puis je pense que ça a changé ta perspective, pas avec Turo, on va le dire, là, mais ça a changé un peu ta perspective face aux voitures électriques. Et je pense que pour tout le monde, c'est le cas. Donc, je pense que c'est une belle initiative que Hyundai a signée avec Turo là, pour l'occasion. Oui, en fait, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est quand même une belle façon, justement, d'éduquer les gens. C'est vraiment ça. C'est sûr que c'est pas gratuit de louer ça pendant 2 à 5 jours, mais quand même, c'est une façon relativement abordable de t'aider à prendre une décision. Donc, moi, je suis quand même franchement impressionné par ce que j'ai vu, parce que si en plus, ils font pas de vente là-bas, ce que j'admets que je savais pas, c'est quand même, bien sûr, sans être complètement désintéressé, c'est quand même assez différent du genre de publicité qu'on voit habituellement, ce genre de compagnie-là, où c'est genre achète, 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 rabais, rabais. Puis c'est quand même assez rafraîchissant d'avoir une perspective, encore une fois, dans la publicité, là, faut pas se mentir, qui est plus axée vers c'est quoi le futur, c'est quoi l'innovation qu'on apporte, la vraie innovation qu'on apporte, puis pas juste oh, regarde, c'est un gros char. Oui, puis en fait, tu as vu l'installation comme moi. Il n'y a pas de place là-bas pour sortir une voiture, pour aller faire des essais. Il n'y a pas d'atelier mécanique. On n'est pas là-dedans du tout, là. On est vraiment dans un endroit où on nous explique sur les murs, oui, à l'aide des modèles Hyundai, bien entendu, mais les différentes composantes, puis comment ça fonctionne et tout ça. Donc, est-ce qu'il y aura de la vente ou pas? Moi, je pense que pour le moment, ils n'en veulent pas. Puis je pense pas que ce soit l'objectif, mais ils vont quand même les diriger vers leur propre concession. Ils ont 2 ou 3 concessions, le groupe Gabriel à Montréal. Donc, évidemment, c'est pas complètement désintéressé, mais l'idée, effectivement, elle est très bonne. Et ça va aider toutes les compagnies. Parce que les questions sur les voitures électriques, tu le sais, on en reçoit toutes les semaines, un nombre incalculable. Donc, les gens ne sont pas familiers encore, et je pense que ça va vraiment aider. Là. Ben en fait, on parle quasiment juste de ça, on va se le dire, on est quasiment en train de devenir un podcast de voitures électriques, mais c'est pas parce qu'on veut tant que ça, c'est simplement parce que quand on regarde l'actualité automobile, c'est pratiquement juste ça qu'on trouve. Quand on regarde ce que les compagnies envoient comme communiqué, c'est presque juste ça qu'on voit. Donc, je pense qu'il y a vraiment un mouvement là, qui se fait, je me souviens plus qui disait ça, mais il y a quelqu'un qui exprime sa pensée comme quoi les prochaines années seraient aussi importantes pour le marché de l'automobile que les 70 dernières en termes de changement des habitudes des consommateurs. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant de voir ça de cette façon-là. Effectivement, c'est un des représentants Hyundai qui a lancé ça, et je trouvais que c'était effectivement bien pensé. Ceci étant dit, on va maintenant sortir de Hyundai. On va aller dans un contexte moins agréable, je dirais, dont on a déjà parlé un peu. Ce sont les abonnements pour les voitures. Mais là, nos amis de BMW ont décidé de pousser le bouchon un petit peu plus loin. Ben, ça, c'est comme l'inverse de ce que Hyundai est en train de faire. Si Hyundai va dans un endroit qui me semble être de bonne foi et justement relativement désintéressé, ici, on arrive à quelque chose qui montre clairement que le but de BMW, ben, c'est de se faire de l'argent. Et ils sont prêts même à vous charger pour avoir le siège chauffant en abonnement.
quand même préciser que c'est pas au Canada encore, là. On fera pas peur aux acheteurs de BMW tout de suite. Non, non, c'est ça. Mais selon moi, ça s'en vient, mais ça, c'est simplement mon opinion. En fait, c'est en Corée du Sud. C'est sur ce qui s'appelle le Connected Drive Store. Donc, Connected Drive, est-ce que c'est ça ici aussi? Oui, oui, oui. Connected Drive, c'est l'espèce de partie numérique en ligne de BMW, là. Voilà, donc c'est le Connected Drive Store, un nom qu'on espère pas voir arriver trop tôt ici, dans lequel on peut payer 24 000 won ou environ 18 dollars américains, donc quoi, au-dessus d'une vingtaine de dollars par mois pour avoir le siège chauffant. Sinon, on peut l'avoir pour 176 dollars américains, on peut l'avoir pour un an, ou pour 283 dollars américains, on peut l'avoir pour 3 ans. C'est assez effrayant parce que, en fait, ça soulève toutes sortes de questions. On le sait, là, c'est pas le premier abonnement qui existe. On a déjà parlé de VinFast, la compagnie vietnamienne, qui va nous louer des batteries pour ses voitures électriques au lieu de nous fournir la batterie avec la voiture. Ce qui est un peu bizarre, là, c'est comme si tu achetais un auto puis tu louais le réservoir à essence. Bon, en tout cas, il y a ça. Il y a des abonnements qui existent. Moi, ce qui me dérange, c'est deux éléments particuliers. Le premier, c'est que comme c'est des mises à jour qui sont souvent faites over the air, donc par des mises à jour logicielles, ça veut dire que tu as déjà payé pour la quincaillerie qui est installée dans ta voiture. C'est pas vrai qu'à 18$ par mois, ils vont tout à coup changer ton siège puis t'installer une nouvelle patente, là. Ça veut dire que ça existe déjà dans ta voiture. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième, c'est une question que tu as toi-même soulevée quand tu as parlé de jeux vidéo, entre autres de Ubisoft, là, qui fermerait certains serveurs puis qui te donnerait plus accès à des jeux multijoueurs et tout. C'est la question de la vraie propriété. Qui est propriétaire du bidule que tu achètes, mais qui ne fonctionne pas si tu ne payes pas un abonnement? C'est une bonne question, hein? Surtout que, par exemple, modifier sa voiture, c'est complètement légal, bien sûr, dans certaines spécifications, là, mais quand même. Puis on parle pas juste des sièges, là, on parle aussi du volant chauffant qu'on peut acheter de façon permanente pour 222 dollars américains, donc c'est encore plus insultant, hein, de te charger plus pour l'avoir. Dans le fond, faut que tu planifies de l'avoir pour plus que 3 ans, là, mais quand même. Apple CarPlay pour 305 dollars. Il y a aussi... Oh oui, ça c'est quand même fantastique. Sur l'article de Motor One, ils disent le plus étrange. Je suis quand même d'accord avec eux. Alors, c'est Iconic Sounds Sport. Pour 138 dollars américains, il y a des bruits de moteur qui jouent dans Oh, tes wow! speakers. C'est le fun. Ça veut dire que tu n'as même pas les bruits complets. Hey, c'est fantastique, ça, hein? C'est assez impressionnant, ça. Non, mais ils jouent dans tes speakers. C'est même pas des vrais bruits de moteur. Je sais, mais déjà, la BMW, c'est ça, hein? Déjà, la plupart des véhicules allemands, des véhicules sportifs allemands, ont une façon de reprendre la sonorité du moteur, de l'amplifier et de la modifier électroniquement pour la faire jouer dans tes speakers. Fait que ce que tu entends dans ton habitacle, ce n'est pas ce qui se déroule à l'extérieur. Pour vrai, Pour absolument vrai. c'est bien bizarre. C'est vraiment bizarre. Et regarde, c'est ce qui fait que même certaines voitures électriques, y compris ta chérie, la Mach-E, Ah ouais, mais là, l'Ioniq 5, là. Ah ouais, mais là, l'Ioniq 5. Oui, je sais je savais que t'allais parler de la Mach-E, mais... Ah, désolé, fallait que je fasse une parenthèse. Je l'ai vraiment trouvé belle. regarde. Désolé, oui. Non, Je sais plus c'est si c'est ma chérie, je sais plus si c'est ma chérie tant que ça, là. Faut que j'y pense, là. Et combien C'est correct. l'Ioniq 5? C'est le même prix à peu près, là. On Ah, parle de mais là, en tout cas, 50 on en reparlera. On en reparlera de toute façon, là. Les modèles 2023 vont arriver, là. On s'organisera pour que tu en fasses l'essai. Mais, Ce serait fantastique. mais tout ça pour dire que donc, même dans la Mach-E, on a mis un bruit de moteur simulé. C'est pas évidemment pas un moteur V8, là, mais tu as quand même un bruit de moteur simulé. Dans les voitures électriques, maintenant, de plus en plus, on fait ça. Donc, c'est pas une nouveauté. C'est juste que de là à payer 180$ US pour avoir ce genre d'affaires-là, c'est un peu intense, là. On va se le dire, là. Et je te rappelle que General Motors, a annoncé il y a quand même un an ou deux qu'en 2026, ils auraient jusqu'à 50 produits sur abonnement. Je sais pas c'est quoi, j'ai pas assez d'imagination pour me rendre jusqu'à 50,
Mais tu vois, déjà, tu viens de m'en donner quelques-uns et je suis assez impressionné, là. De façon plutôt horrible, tu peux aussi upgrader tes systèmes de sécurité OK. par abonnement. Ça veut dire que tu dois... Remarque que actuellement, on paye pour ça. C'est-à-dire que ce sont des groupes d'options supplémentaires qui te donnent accès à plus de systèmes de sécurité. Mais là, sur abonnement, c'est un peu bitch, là. C'est quand même assez impressionnant. Puis moi, je pense que si tu cherches tes 50 produits, c'est là que tu vas trouver. Ce que en ce moment, on considère comme étant, même peut-être de base sur un véhicule, d'après moi, ça va venir en abonnement. Ouais, c'est vrai. C'est assez pathétique. Bref, alors, profitez de vos voitures actuellement et de tout ce qu'elles peuvent vous apporter, parce que ça se peut que dans une couple d'années, vous soyez obligé de payer pas mal plus tous les mois pour en avoir besoin, pour en avoir l'usage. Quand même, hein? Fantastique. Incroyable. Finir ça sur une belle note. Tout à fait. L'optimisme et nous, là, comme ça. Palpable. Hein. L'optimisme est Comme ça. palpable. Oui. Alors, écoute, William, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. On vous remercie d'avoir été avec nous. On vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur notre page, sur la page Facebook Ça roule Radio Godchar, sur ma page Facebook à moi ou sur celle de William. Vous pouvez nous écrire à godchar.podcast@gmail.com et vous pouvez nous écouter bien sûr sur Spotify et toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez aussi venir sur marcbouchard.ca où je mets le lien à chaque semaine. Alors là-dessus, mon cher William, moi je te dis merci beaucoup et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Godchar est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.